T'es peut-être du genre à te lever le matin avec le dos complètement bloqué, t'es hyper limité et tu peux même pas mettre tes chaussettes. Peut-être que le jardinage, que le bricolage, c'est un calvaire pour toi. Ou t'as peut-être dû arrêter ta pratique sportive parce que t'étais trop limité par tes douleurs lombaires. Dans cette vidéo, je t'explique comment renforcer durablement son dos pour ne plus avoir de douleurs comme tu le vis peut-être quotidiennement et pour avoir ce que j'appelle un dos fort et mobile, un dos qui est capable de supporter les contraintes du quotidien sans douleur ou les contraintes de l'entraînement sportif. Je suis Emilien Cassonnet, coach sportif et préparateur physique. Et ce que je m'apprête à te dévoiler ici, c'est le fruit de mes diverses formations à travers mon Master STAPS et mes formations annexes, notamment auprès de kinésithérapeutes spécialisés, mais aussi de mon expérience personnelle avec le mal de dos et ma discopathie protrusive, ainsi que mes presque 10 années de coaching et les divers clients que j'ai pu avoir de divers horizons, qu'ils soient sportifs ou non, hommes, femmes, jeunes ou seniors, et enfin de ce que dit la littérature scientifique actuelle. Avant tout, je pense qu'il est nécessaire que tu comprennes comment est constituée une colonne vertébrale et de tous les muscles et ligaments qui entourent cette colonne vertébrale. La colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires. On a en dessous le sacrum et les crêtes iliaques qui, elles, vont venir former la zone des hanches. Et quand on regarde plus en détail, on va avoir le corps vertébral ici, qui est la vertèbre en elle-même, avec derrière l'arc postérieur et qui va venir être un prolongement de ce corps vertébral. On a souvent tendance à penser que la colonne vertébrale, c'est simplement des vertèbres, mais non, derrière ces vertèbres-là, il y a l'arc postérieur, où là, on va avoir les processus transverses et épineux, et on va avoir aussi les articulations, les facettes articulaires de chaque côté qui vont aussi permettre le mouvement et certaines attaches musculaires. Et tu vas voir qu'ici, en jaune, on a les racines nerveuses qui, si elles sont comprimées, vont donner potentiellement des irradiations. Tout ça, on va y revenir dans le chapitre suivant. Entre le corps vertébral et l'arc postérieur, tu as le canal lombaire. Dans le canal lombaire va passer la moelle épinière. Ensuite, entre chaque vertèbre, on a ce qu'on appelle le disque intervertébral. Ce disque intervertébral, lui, il est constitué de l'anneau fibreux et en son centre, le noyau pulpeux. On reverra par la suite les problématiques qu'on peut avoir au niveau du disque intervertébral, mais on a un disque intervertébral entre chaque vertèbre. Pour désigner un disque intervertébral, on va désigner le disque qui se situe entre deux vertèbres. Donc, si par exemple tu entends parler d'une hernie discale L5-S1, cette hernie discale va concerner le disque intervertébral qui se situe entre la cinquième vertèbre lombaire, donc ici, et la première vertèbres sacrées. Il faut savoir qu'on a 5 vertèbres sacrées qui vont venir se souder à partir de l'âge de 20-25 ans pour ne former que le sacrum. La colonne vertébrale, ce n'est pas juste qu'un empilement d'os sur os. C'est aussi et surtout une accumulation d'articulations, de ligaments et de muscles qui font qu'on peut bouger dans diverses directions. La colonne vertébrale, elle a la capacité de se fléchir, de s'enrouler vers l'avant, d'être en extension, d'avoir une inclinaison latérale à gauche et à droite et d'avoir une rotation dans un sens et dans un autre. Selon les étages de la colonne vertébrale, il va y avoir plus ou moins d'amplitude possible. Par exemple, la zone des cervicales est très mobile dans les axes de flexion-extension, d'inclinaison et de rotation. La zone lombaire, quant à elle, est très peu mobile dans des axes de rotation. Par contre, elle a une capacité de flexion un peu plus grande que celle des cervicales. Du coup, sur cette colonne vertébrale, on va avoir de très puissants ligaments qui vont s'insérer et vont permettre de résister aux différentes contraintes et de s'assurer de la stabilité de cette colonne vertébrale. On va aussi avoir des muscles qui vont permettre le mouvement. On va avoir les muscles multifides tout le long de la colonne vertébrale. On va avoir les muscles paravertébraux constitués du spinalis, du longissimus, de l'iliocostal. On va avoir le carré des lombes, les muscles transverses, obliques externes et internes, les grands droits des abdominaux, le diaphragme, l'iliopsoas qui lui va s'insérer sur les lombaires, même s'il est plutôt considéré comme un muscle des hanches. Et puis bien évidemment, toutes les zones musculaires qui vont être autour de cette colonne vertébrale, donc les muscles des hanches, les muscles des épaules pour renforcer la zone scapulaire et cervicale. Ce que je veux juste que tu comprennes dans cette partie, c'est que la colonne vertébrale, elle est loin d'être fragile. Elle peut même être plutôt très solide quand elle est bien renforcée. Cela dit, quand il y a des problématiques au niveau de cette colonne vertébrale, ça peut entraîner
des conséquences qui vont être plus ou moins graves et qui vont potentiellement aller jusqu'à nécessiter des opérations. Comme je te l'ai expliqué en amont, on peut avoir diverses problématiques au niveau de la colonne vertébrale. La problématique la plus connue et celle qui faisait le plus peur dans le passé, c'était la hernie discale. Okay, donc, la hernie discale, c'est quand le noyau pulpeux au milieu du disque intervertébral ressort vers l'extérieur et peut éventuellement compresser les racines nerveuses et du coup donner des irradiations le long de la fesse, le long de la cuisse, des mollets jusque dans les orteils. On va avoir aussi des discopathies qui peuvent être protrusives ou dégénératives. Protrusion, c'est lorsqu'il y a un bombement au niveau discal, donc le disque ressort un petit peu vers l'extérieur. La discopathie dégénérative, c'est quand le disque perd de sa hauteur. On peut avoir de l'arthrose. On va avoir aussi des inflammations type modique, notamment le modique 1, qui est très douloureux chez certaines personnes, qui là est une inflammation du plateau vertébral. On peut avoir un canal lombaire étroit, une instabilité, des irradiations nerveuses et tout un tas d'autres problématiques. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la plupart des hernies discales se résorbent avec le temps. C'est que la plupart des gens qui ont des discopathies ne le savent même pas, parce qu'ils n'ont pas fait d'imagerie et ils n'ont même pas mal au dos. C'est très important que tu comprennes qu'on peut avoir une hernie, une discopathie et n'avoir aucune douleur. Les récentes études ont pris des sujets au hasard qui n'avaient pas mal au dos et les ont fait passer sous IRM et on a remarqué que certaines personnes avaient ce genre de problématique sans pour autant n'avoir aucune douleur. Alors le plus important à prendre en compte, ce n'est pas tant la problématique que tu as, mais c'est surtout si tu as des douleurs et de quel ordre sont tes douleurs. Par contre, il y a ce qu'on appelle des drapeaux rouges. Ces drapeaux rouges te concernent peut-être. Je te les mets ici en description. Si tu as le moindre de ces symptômes, là ce sera un médecin ou un spécialiste médical qu'il faudra aller voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des problématiques de dos se règlent par une seule chose, le mouvement. Mais attention, le mouvement c'est très général. À partir de maintenant, on va rentrer dans les choses plus spécifiques et je te garantis que si tu maîtrises tous ces aspects, ton dos, lui, il va devenir ultra solide. La première des choses que tu veux faire quand tu as mal au dos, c'est l'évaluation. Et oui, tu veux savoir quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses pour savoir sur quoi tu dois travailler. Parce qu'il y a tout un tas de choses à travailler, mais si tu fonctionnes au hasard, tu vas avoir des résultats hasardeux. Tu as vraiment besoin de savoir de quoi il est question pour pouvoir travailler spécifiquement sur ces zones-là, pour pouvoir par la suite te renforcer. Si tu fais du gainage et des étirements comme on l'entend encore généralement, il ne va pas se passer grand-chose. Tu passes à côté de 70% du travail. Si tu fais de la natation et de la course à pied, comme on va le recommander généralement, tu passes à côté de 90% du travail. Le vrai travail, il doit être très spécifique. Et il y a plusieurs choses que tu vas devoir travailler. Je te donne le listing dans une zone arbitraire. Le contrôle moteur. Avoir cette capacité de contrôler ton corps dans l'espace. On pourrait aussi l'appeler la proprioception. La stabilité. Est-ce que tu es capable, malgré les différents mouvements, de conserver ton tronc stable pour transmettre la force du point A au point B? Donc, par exemple, des jambes jusqu'en haut. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les exercices de gainage ou dans les mouvements sportifs type lancer de javelot, une poussée en mêlée au rugby, etc. La force. Est-ce que tu es capable de produire de la force avec ta colonne vertébrale? Lorsque tu vas soulever un carton, est-ce que ton dos va tenir? La mobilité. Alors la mobilité, c'est un grand mot, mais pour faire simple, ça va regrouper la souplesse, donc la capacité d'aller dans différents axes, et la capacité de générer du contrôle et de la force dans cette souplesse-là. C'est pour ça que tu as peut-être vu sur les réseaux des gens faire des Jefferson Curl à plus de 100 kg, parce qu'ils ont la capacité de se fléchir vers l'avant, de contrôler ce mouvement-là et d'avoir suffisamment de force pour remonter une charge aussi lourde. Tu vas avoir aussi l'endurance des muscles du dos, l'endurance des muscles latéraux, l'endurance des muscles abdominaux, etc. pour pouvoir maintenir tes positionnements malgré la fatigue. Et enfin, et non des moindres, tu vas avoir tout ce qu'on va retrouver autour. Le repos, la récupération, la nutrition, etc. Est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tes relations sociales sont bonnes? Est-ce que ton environnement n'est pas trop stressant? Est-ce que tu sais gérer ton stress? Est-ce que tu manges ce qu'il faut pour ton corps? Quand on dit de manière générale, j'en ai plein le dos, c'est certes de manière métaphorique, psychologique, mais aussi parfois mécanique et physiologique. Ça fait donc beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler. Et c'est normal, là, si tu es en train de te demander, mais par quoi je dois commencer? Là, dans l'immédiat, ce que je te propose, c'est de remplir mon questionnaire qui est en description dans le lien ci-dessous. Ça te prend 2 minutes, c'est gratuit et surtout, ça n'engage à rien. Moi, ça me permettra par la suite de te dire
ce qui semble te correspondre à l'heure actuelle. Je m'engage à t'apporter des solutions concrètes, que ce soit au travers d'un coaching ou de conseils personnalisés. En gros, pour faire simple, tu remplis ce questionnaire, tu as des solutions concrètes sans avoir à investir quoi que ce soit. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.